Alors je vais juste dire un petit mot de plus. Cette conférence, je vais jouer un certain équilibre parce que quand on met un titre un peu rapidement, un an avant et qu'après on se retrouve à faire un contenu, ça donne des choses assez drôles. Et le thème de la gestion du stress était le thème qui était pris sur toutes les conférences du programme 2012. Et puis une dernière petite précision, en fait, l'UFR STAPS et Sciences et Techniques des APS. Je développe juste un petit peu parce qu'on confond souvent l'université qui enseigne les métiers du sport avec l'université qui fait faire du sport aux étudiants, ce qui n'est pas la même chose. Voilà, donc l'UFR STAPS et Sciences et Techniques, c'est tout ce qui peut éclairer d'une manière ou d'une autre le phénomène sportif et préparer des étudiants au métier du sport dans différentes filières, entraînement, activité physique adaptée, management et tout ce qui est scolaire. Alors moi, effectivement, de la même façon, dans ce labo-là, je suis une petite nouvelle, c'est bien, ça donne une petite air de jeunesse. C'est-à-dire que moi, mes domaines d'application ont été pendant longtemps le management du sport. Et là, depuis très peu de temps, je suis sur des domaines d'application qui sont liés à la santé. Voilà, ça c'était juste une petite introduction par rapport à ce thème-là, qui est un thème complètement nouveau pour moi et qui me convient bien, mais ça continue mon jeu d'équilibre. Alors cette citation par un anthropologue du corps, qui parle du corps comme d'un manteau d'arlequin. Un manteau d'arlequin, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui caractérise l'individu contemporain, c'est cette assimilation de toutes sortes de savoirs qu'on met bout à bout parce que les uns et les autres ne nous conviennent pas tellement. On va montrer un petit peu des éléments de ce manteau d'arlequin dans ce que je vais développer. Donc on est effectivement sur un corps composite, sur une mosaïque. On vient de me dire que Michel Maffezoli va venir jeudi. Michel Maffezoli parlait de la baroquisation du monde. La baroquisation du monde, c'est quand on a effectivement un univers assez chargé, qu'on emprunte des références dans différents milieux. Donc ça donne des choses composites. Voilà, donc quelque part, notre relation à notre corps, finalement, s'arrange, on bricole avec ses connaissances. Et quand ça nous arrange, on est plutôt sur des connaissances rationnelles, par exemple, et on explique rationnellement notre intervention. Et quand ça nous arrange aussi, on est plutôt sur voir des croyances animistes, parce que ça nous arrange aussi. Y compris quelquefois dans le sport de haut niveau, comme ça a été décrit. Alors, qu'est-ce que c'est donc? Premier temps, je vais vous parler essentiellement de qu'est-ce qu'on met derrière l'individualisme contemporain. Donc c'est un contexte sociologique sur les valeurs actuelles. Deuxième temps, ça sera d'aller un petit peu sur les méthodes psychocorporelles et ce qu'elles proposent, et plus particulièrement sur le mindfulness, qui est quelque chose dont on parle de plus en plus en France, c'est peu connu, ça arrive juste, donc on en parle un petit peu plus. Alors l'individualisme contemporain, c'est-à-dire qu'on met l'individu comme valeur de référence centrale de la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est passé d'une société où on était sur des repères relativement fixes, la tradition se passait, en tant que fils, on faisait ce qu'avait fait son père, etc. On ne bougeait pas énormément, la mobilité géographique n'existait pas, la mobilité sociale très peu. Donc quelque part, on était sur un monde qui avait une certaine constance, une certaine stabilité. Alors ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est rentré dans le mouvement, dans la vitesse, dans le changement, dans la mobilité. Donc effectivement, la conséquence, c'est que l'individu perd ses repères identitaires, perd ses ancrages, et à partir de là, il est en prise avec lui-même. C'est-à-dire que quelque part, il n'a plus que lui-même pour s'auto-référencer. C'est-à-dire il est obligé de se prouver à lui-même qu'il existe, et de se construire cette identité qu'il doit construire en permanence, vérifier en permanence, et là, se prouver à lui-même qu'il existe. Alors, le terme employé, c'est le procès de personnalisation. Alors, le narcissisme et le néo-narcissisme, c'est des appellations des années 80-90, quand on commence à analyser sociologiquement l'individu contemporain selon ces termes-là. J'emprunte aussi des auteurs comme David Le Breton, qui sont des anthropologues, qui, eux, ont parlé essentiellement en termes de modernité. Et puis je vais emprunter à des auteurs comme Ehrenberg, aussi beaucoup sur l'individu contemporain, mais qui, lui, parle en termes de post-modernité, de société post-industrielle. Alors je vous passe tous ces éléments-là, c'est des débats de sociologues, des débats épistémologiques sur les raisons, le fondement des concepts, etc. Donc simplement, moi je vais faire un manteau d'arlequin aussi dans ma présentation en empruntant à ces différents auteurs.
Donc là, comme c'est les théories du néo-narcissisme, on est sur effectivement ce narcissisme. Donc profil inédit de l'individu dans son rapport à lui-même, à son corps, aux autres et au monde. Et puis c'est effectivement comment on explique la modification de l'individualisme contemporain. C'est essentiellement si à une époque on est passé de quelque chose de rural et d'agraire au modèle industriel et qui a amené le corps machine, qui a amené un certain nombre de conséquences. Bon, mais maintenant on est passé de l'ère industrielle à l'ère post-industrielle, avec le tertiaire qui domine, avec des modifications dans le rapport au corps, le rapport à l'économie, donc des modifications aussi de la conception liée à l'économie, d'un capitalisme autoritaire à un capitalisme plus hédoniste, plus permissif. Donc c'est l'explication sous-jacente dans le domaine économique. Et puis effectivement, un autre auteur, Vincent Goljak, donne comme petite phrase, on est passé, cette modification, la perte des ancrages, la perte des repères, font qu'on passe d'une lutte des places à une lutte des classes. La lutte des classes était une société stratifiée, mais relativement constante, où chacun enviait ce qui se passait au-dessus et cherchait à l'atteindre. Donc on était effectivement dans une lutte des individus, mais en attendant, il y avait un certain type de repères, une certaine construction, alors que là, simplement ce que l'individu a à faire, c'est de garder sa place, en sachant que, effectivement, si à une époque l'ouvrier, effectivement, il se faisait exploiter, mais il avait derrière lui la lutte des classes, la lutte ouvrière, quelque part un syndicat, des croyances dans la révolution. Maintenant, l'ouvrier, il sait que s'il n'est pas content, quelqu'un d'autre prendra sa place. Donc on est dans ce contexte-là relativement concurrentiel. Alors là, je vais beaucoup m'inspirer d'Ehrenberg, donc sur ce qu'il appelle les valeurs méritocratiques ou entrepreneuriales. Donc constat que fait Ehrenberg dans ce premier ouvrage, parce qu'il en a fait 3 qui sont dans la lignée. Multiplication des figures incarnant une vision athlétique, dynamique, c'est vraiment ça le culte de la performance, c'est-à-dire qu'il montre comment dans différents champs de la vie sociale, c'est la performance qui devient la figure mythologique qui fait fonctionner les représentations de l'individu pour se situer justement dans la société. Alors c'est une éloge de la prise en charge de soi par soi. L'action d'entreprendre, en fait, c'est cette règle de conduite. C'est une action d'entreprendre qui est au sens individuel et qui se reflète dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. C'est une manière de se penser, de se conduire soi-même, donc c'est une culture de la performance. Encore une fois, absence de certitude collective, donc l'individu se réfère à lui-même et s'auto-référence en se prouvant en permanence que la place qu'il occupe, c'est bien la place qu'il mérite. Alors c'est ce qu'on appelle des stéréotypes méritocratiques, donc on prend le terme de méritocratique ou le terme d'entrepreneurial. L'ambition de devenir soi-même, être fier d'être meilleur, et cette ambition-là, c'est aussi une illusion sur la maîtrise de notre destin. On va se donner un objectif, on va se donner les moyens de le réaliser, et on sait où on ira et on y arrivera. Donc on est quelque part dans cette idéologie du gouvernement de soi-même et de la programmation de son destin. Alors, la place qu'on occupe dans la société, c'est qu'on mérite indépendamment de la tradition ou de l'héritage, ça revient à ce que dit aussi Vincent Goljak, c'est-à-dire avant on était fils d'eux, donc on devenait telle chose, bon, mais maintenant non, on est ce que l'on est parce qu'on le mérite, on a fait ce qu'il fallait. Alors quand on est dans le domaine sportif, par exemple, dans les années 80, c'est le moment où au niveau des pratiques physiques, émerge la culture du fitness, avec notamment Véronique Davina, etc. Donc c'est le moment où s'ouvrent massivement des salles de mise en forme. Et un des slogans d'une de ces salles, un gymnasium, c'est « on a le corps que l'on mérite ». C'est-à-dire que derrière ces valeurs de performance, c'est vraiment « mais bougez-vous, si vous ressemblez à ce que vous ressemblez, c'est de votre faute, donc faites quelque chose ». Et en même temps qu'il y a « on a le corps que l'on mérite », il y a aussi cette étroite correspondance entre l'apparence physique et la réussite sociale. La réussite physique et la réussite sociale. C'est pour ça qu'il va aussi y avoir ce développement dans les pratiques physiques. Et c'est aussi par exemple pour ça que la catégorie socio-professionnelle des coiffeurs s'est multipliée par X dans ces années-là. C'est-à-dire que l'apparence devient une stratégie de réussite sociale. Alors c'est quelque part, c'est lié au Just Do It, mais on va y revenir. Et alors la petite phrase, l'héroïsme méritocratique des temps modernes,
Héroïsme méritocratique par opposition à l'héroïsme aristocratique, c'est-à-dire ceux qui partaient à l'aventure il y a un certain nombre d'années, allaient à l'aventure au sens où ils allaient à la conquête de quelque chose d'inconnu, mais qui comprenaient aussi la rencontre des autres, la rencontre d'autres civilisations, et c'était le fait de quelques-uns, les héros aristocratiques. Alors que maintenant, tout le monde peut être un héros. C'est-à-dire, ça peut expliquer le succès qu'ont des footballeurs en termes de médias et en termes d'image. Ça peut aussi expliquer le succès de ce qu'on connaît très bien maintenant, enfin vous sûrement peut-être, mais moi je connais mal parce que je n'ai pas la télé, mais je me souviens des années 85, c'était la première émission où Monsieur Tout-le-Monde pouvait devenir un héros. Donc l'héroïsme méritocratique, c'est qu'en fait, encore une fois, il suffit de se donner les moyens et on peut être un héros aussi. Donc c'est le héros de proximité, ça peut arriver à tout le monde. Alors je pense que là, ça va être l'appui d'un des autres, d'un ouvrage là, que je vous donnerai tout à l'heure. Alors la suite de ces valeurs méritocratiques, dans le chapitre le culte de la performance, il y a un chapitre qui m'a beaucoup inspiré quand je devais intervenir sur le dopage sportif. En fait, ce qui arrange bien dans le dopage sportif, c'est que quand on décèle un cas de dopage, on désigne le fautif, c'est la brebis galeuse, et comme ça, on peut garder le sport propre en désignant le fautif et en enlevant le fautif. Mais quelque part, ça serait un petit peu machiavélique, c'est pas aussi simple. En fait, on est dans une société dopée, dont le dopage sportif n'est qu'un des épiphénomènes. Société dopée, ce qu'on appelle dopage, c'est qu'une histoire de définition licite, entre les produits licites et illicites. Donc en France, les produits licites vont être ceux-là, illicites d'autres, et inversement ailleurs. Donc effectivement, la France est une première consommatrice de psychotropes. C'est des drogues tout à fait licites qui permettent d'être plus efficaces au travail et de mieux vivre. Donc quelque part, la société dopée, et on peut faire le lien avec le dopage sportif par cet aspect-là. Alors, à quoi ça sert ces psychotropes? Ça sert à permettre à l'individu d'assumer la réalité. C'est-à-dire que si à une époque on utilisait les drogues pour faire un voyage agréable, maintenant ces drogues-là, elles sont déjà utilisées, donc c'est le sens du profil de training. Quelque part, c'est arriver à se donner un peu de douceur dans un monde de brut, arriver à assumer cette autoréférence permanente, cette injonction qu'a l'individu de prouver que la place qu'il a est celle qu'il mérite face à la concurrence. Donc toutes ces valeurs, c'est ce que Ehrenberg rassemble sous le culte de la conquête, dont le revers de la médaille, c'est bien sûr la culture de l'anxiété. Donc culture de la conquête qui définit comme l'obsession de gagner, de réussir, d'être quelqu'un. Donc la culture de la conquête, ou le culte de la performance, donc c'est ce style de vie où en permanence vous allez être sur la prise de risque, sur la mise en avant de « je le vaux bien », sur le self-control, énormément de self-control. Et vous avez donc là un petit peu le dessin de cet individu qui en permanence part faire la preuve de son existence. Alors, un entrepreneuriat qui est sans contrepoids, c'est-à-dire qu'effectivement, l'individu, il assume seul ses choix et cette souveraineté, on appelle en sociologie, c'est aussi le terme de l'individu souverain, sans contrepoids parce que justement, perte des valeurs collectives, c'est-à-dire qu'à une époque, il y avait le soutien des valeurs familiales, le soutien des valeurs syndicales, le soutien des valeurs religieuses ou nationalistes, ce qui n'est plus le cas dans le contexte actuel, c'est le terme de sans contrepoids renvoie à cela. Alors là, ce qu'on va aller visiter un petit peu, c'est le rapport au corps, au temps, à l'espace. Donc si on commence sur le rapport au temps et à l'espace de manière globale, des auteurs en ont parlé comme une déréalisation spatio-temporelle, c'est-à-dire là aussi un éclatement, un déséquilibre. Si on est sur l'aspect espace, on sait qu'on ressent les individus comme en absence de racines, n'étant plus de quelque part, comme dissociés au sens des fois de plusieurs endroits ou dans une migration permanente. Ça renvoie aussi à, donc ils appellent ça un non-espace ou un espace hors sol, ça renvoie à
à toutes les conceptions sociologiques de l'urbanisme de nos villes. C'est-à-dire que la réflexion actuelle est de comment faire un urbanisme qui permette le lien social. Or, pendant un certain temps, l'urbanisme a fait du hors-sol, c'est-à-dire on construisait sans se poser la question du relationnel à l'intérieur de ces bâtiments. Par exemple, dans les équipements sportifs maintenant, qui sont rarement des équipements uniquement sportifs mais culturels, l'expression consacrée c'est un espace structurant, un équipement structurant, et dans structurant il y a une relation à l'urbanisme, il y a une relation au lien social, il y a une relation à la géographie, il y a une relation à l'économie, c'est-à-dire comment justement éviter ce hors-sol. Alors, versant rapport au temps, il y a effectivement un certain nombre de processus responsables de la modification du rapport au temps. Donc processus économique, c'est-à-dire tant qu'on était sous l'État-providence, sous la protection économique et un mode de régulation de l'État, on était moins dans une société hyper concurrentielle. Donc effectivement là, plus ça va, plus on a une accélération du temps et une régulation dans l'instantanéité. Alors l'exemple très classique, quand ça s'est doublé du processus technologique qu'est la fusion télécommunications et informatique, mais effectivement maintenant on ne se déplace plus, on n'a plus besoin de se déplacer, on est derrière son écran et en un clic on peut gagner beaucoup d'argent, au contraire on perd beaucoup. Donc on est dans cette urgence de l'instantané et on a ce qu'on appelle l'économie financière avec la dictature du temps réel. En fait, elle fait basculer la compétition du champ de l'espace vers le champ du temps. Et quelque part, ces processus technologiques, ils renvoient aussi au problème de l'espace, c'est-à-dire qu'on a cette injonction d'ubiquité, c'est-à-dire qu'un individu, il est à un endroit, mais en même temps, par l'intermédiaire de un voire deux écrans, il est aussi ailleurs. Et alors là, pareil, un petit flash sur les fêtes sportives. À une époque, on regardait un match, on se déplaçait voir ce match, ensuite on le regardait de manière télévisuelle. Maintenant, quand vous regardez par exemple comment se fait une Coupe du Monde de football, elle se fait à plusieurs endroits, si bien qu'un individu va effectivement être sur la place de la Comédie en train de suivre un match, sur le grand écran, rassemblement, festif, etc. Et en même temps, par son portable ou d'autres instruments, il sera en lien avec un autre match qui se déroule ailleurs et en direct. Voilà, donc on est pris dans cette relation au temps et à l'espace, donc répercussions sur les conditions de travail, entre autres, hyperactivité, on est branché en permanence, affût des opportunités, raccourcissement des délais, et sans arrêt cette injonction au temps qui fait qu'on vit dans l'urgence, avec toujours l'impression qu'on n'arrivera jamais à tout faire. Et effectivement, si à une époque on a longtemps débattu dans les années 60 sur le fait que le temps loisir était un temps d'équilibre par rapport au temps professionnel, maintenant toutes les analyses sociologiques montrent bien que ce que l'individu vit en termes de rapport au temps et à l'espace dans son travail, il le reproduit dans ses loisirs. Alors ça donne une société malade du temps. C'est ce règne de l'urgence qui en est le symptôme. De toute façon, vous avez ça au quotidien, il y a toujours des sirènes autour de nous, il y a toujours quelque chose d'ultra pressé. Il y a toujours une livraison qui doit se faire en 48 heures, va se faire en 24, et ce qui permet à des entreprises d'avoir une compétition par rapport à ça. Donc on est avec cet homme pressé qui est dans l'illusion de la maîtrise du temps, c'est-à-dire il est dans cette illusion qu'il va arriver à toujours en faire plus pour le même temps. On est quelque part, quand on est en lien avec... on ne peut pas réfléchir sur la maîtrise du temps sans réfléchir sur la maîtrise de la mort, parce que le temps qui passe, le temps qui reste, ça nous renvoie effectivement au temps où on ne sera plus. Donc, quelque part, cet homme pressé, il fuit sa propre mort. Alors, on est dans l'illusion du faire et de l'agir, on est avec l'illusion de la possession, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que le temps? C'est en faire plus, c'est agir pour posséder plus, pour avoir de nouveaux réseaux, de nouveaux marchés, de nouveaux objets. L'illusion de la toute-puissance, c'est quelque part, encore une fois, maîtriser son destin. Et donc, avec ça, on aboutit à deux types de pathologies décrites par Ehrenberg et par Nicole Aubert aussi, qui est une enseignante à HEC.
C'est soit l'implosion dépressive, donc ça c'est plutôt Ehrenberg qui l'a largement décrite dans cet ouvrage-là et dans l'ouvrage de l'individu incertain, ou alors l'explosion addictive, c'est-à-dire on se shoot à l'urgence, on se shoot à toutes sortes de produits, on se shoot à toutes sortes d'activités. L'essentiel c'est justement pas avoir le temps de s'arrêter. Rapport à l'espace, rapport au temps, et qu'est-ce que ça induit dans le rapport au corps que l'on entretient dans cet individualisme contemporain. Donc là, je m'inspire beaucoup de David Le Breton. Et effectivement, pour lui, en tant qu'anthropologue, il a une jauge un peu plus longue. Si certains de ses auteurs post-industriels sont sur les années à partir des années 70-80, donc là, David Le Breton, lui, est plutôt sur le long terme, c'est-à-dire qu'il place le corps dans la modernité à partir du moment où se sont institués les savoirs anatomiques, le siècle des Lumières, aussi, et au fur et à mesure de l'industrialisation. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, le corps a été associé à l'avoir et non pas à l'être. Je pense donc je suis, c'est bien le je pense qui est important. Et le corps devient quelque chose de matériel à soumettre, à rationaliser. Donc on est dans l'avoir plus que dans l'être. Alors ça, on fera une petite allusion là, en conclusion avec ça par rapport à ce qu'on verra sur les méthodes psychocorporelles. Alors d'autres auteurs qui parlent du cybernanthrope. Le cybernanthrope, c'est l'homme qui est entièrement fonctionnalisé. C'est-à-dire cette idée qu'on va effectivement fonctionnaliser l'homme. C'est le rêve de nos robots qui vont faire énormément de choses à notre place. Mais quelque part, nous, est-ce qu'on n'en devient pas eux? Ça va avec la programmation guidage, hein, c'est-à-dire comment faire en sorte que les opérations soient de plus en plus standardisées, automatisées, et donc à partir de là, effectivement, l'individu est aussi dans cette informatisation de la gestion du corps humain. Alors ça, c'est des tests qui ont été largement développés sur le sport de haut niveau, en accusant le sport de haut niveau, effectivement, d'informatiser et de standardiser l'être humain pour sa performance. C'est des approches qui sont plutôt de tendance marxiste. Et pour revenir à David Le Breton, donc le corps surnuméraire, c'est ce corps dont les prothèses techniques sont de plus en plus nombreuses. Donc là, c'est des auteurs qui ont écrit dans les années 80, ça peut être 89. Donc on était loin de la miniaturisation de tout ce que l'on promène avec nous actuellement. Donc effectivement, des prothèses techniques. Et l'idéologie derrière, c'est qu'on n'a plus besoin du corps, c'est que ce corps devient presque gênant parce que justement pas assez parfait, pas assez perfectionné proportionnellement à ce qu'on peut obtenir avec autre chose. Donner un petit peu de temps au temps. Alors le retour au corps, mis entre guillemets, parce que ça aussi c'est de l'ordre de l'illusion, hein, on parle beaucoup du retour au corps. Bah, qu'est-ce que c'est que ce retour au corps? Alors en fait le corps il a toujours été là, si on écoute David Le Breton, effectivement la modernité nous a fait un corps rationnel, mais de la même façon que l'individu est devenu la référence centrale et qui n'a que lui pour s'auto-référencer, ce qui fait partie de lui, entre autres, c'est son corps. Donc à partir de là, l'intimité devient, elle aussi, une valeur centrale, elle est mise en avant. Donc le corps comme seul lieu de réassurance, effectivement, l'individu, qu'est-ce qu'il lui reste pour prouver que sa place est bien là, qu'il existe? Son corps, et mettre son corps à l'épreuve. Alors c'est une sorte d'alter ego, c'est-à-dire on va lui demander le maximum, on va lui demander des sensations de plus en plus originales, on va lui demander des signes d'efficacité. Ce corps alter ego, c'est à la fois soi et son double, et ça rebondit aussi sur le corps comme miroir et sur le relationnel, c'est-à-dire plus l'intimité est mise en avant, plus on fonctionne avec l'autre dans la relation du petit groupe. Et donc ça renvoie aussi à ces activités actuellement à la mode, hein, dans la télé-réalité, c'est-à-dire se dévoiler dans l'intime, soit à quelques-uns, soit sous les yeux du plus grand nombre, mais en tout cas dans l'intimité. Donc c'est une mise en avant de l'intime. Et puis dans cette éthique, quelque part, et dans cette façon de retourner au corps, c'est avec l'injonction de l'ici et maintenant, je veux me faire plaisir ici, maintenant, donc on est dans le culte du désir, de l'accomplissement immédiat. Il faut s'éclater. Un terme consacré de la culture fun au moment où elle émerge dans les années
80. Alors, si on va dans les extrêmes de ce qu'amène ce type de rapport au corps, alors là, c'est pareil, c'est une phrase de Baudrillard qui date pourtant de 1976. Il avait déjà bien vu venir, notamment, toutes les pratiques extrêmes qu'on constate dans notre société actuelle. Soit ça peut être sur le versant sportif, ça peut être aussi sur le versant, par exemple, sexuel. Et on sait que dans des milieux exposés au VIH, justement, des personnes, par jeu, vont faire en sorte de ne surtout pas se protéger. Donc les pratiques extrêmes dans notre société, il y en a dans différents champs sociaux. C'est ce que Finkielkraut appelle le cogito viril, c'est-à-dire, là c'est plus je pense donc je suis, c'est je m'expose donc je suis. C'est-à-dire que quand on pousse au paroxysme le j'ai, moi en tant qu'individu, la seule personne qui peut prouver que j'existe, c'est moi-même. Donc il y a au moins une chose dans l'illusion de maîtrise que je ne maîtrise pas, c'est ma mort, et bien je peux aussi la mettre en scène. Alors de manière symbolique ou de manière réelle. Alors quand on est sur la manière symbolique, on a toutes les images possibles et imaginables à notre service. Quand on est sur la dimension réelle, c'est ce que peuvent faire certains quotidiennement et anonymement. C'est aussi le métier de nos aventuriers professionnels et qui fournissent au plus grand nombre des images pour rêver. Alors, effet majeur de l'idéologie du corps tout-puissant, c'est qu'effectivement, il n'y a rien de plus limitant que le vrai corps dans cette espèce d'idéologie de la maîtrise de soi. Et quelque part, dans cette conception-là, on ne peut être que violent avec soi-même. C'est-à-dire que pousser son corps à l'extrême, lui demander le maximum, lui demander l'originalité, lui demander la perfection, lui demander la performance. Donc c'est une forme de violence contre soi. Donc à corps perdu, se tuer pour ne pas mourir et disparaître. Donc ça avait été vraiment... il y a eu un film culte, je pense que ça fait partie de notre culture commune, qui est Le Grand Bleu, avec une analyse justement sur un des héros qui disparaît à la fin. C'est-à-dire que autant on a un des protagonistes, j'ai oublié leur nom, un des protagonistes qui est ancré dans la vie familiale, ancré dans sa nationalité italienne avec la mama, avec les traditions, autant Mayol, lui, il est complètement happé par le vide, et à un moment où il apprend qu'il va être père, justement cet ancrage-là lui fait tellement peur qu'il préfère disparaître. C'est vraiment la disparition, parce qu'on préfère disparaître que être diminué et subir la diminution. Alors pour terminer sur ce rapport au corps, je dis pour terminer, mais c'est la surprise de la prochaine diapo. Donc un corps à la sensibilité exacerbée, donc ça c'est tout le discours fun notamment, qu'il y avait dans les époques 80-90, mais qui s'est ensuite diffusé largement dans d'autres domaines, ou sportifs ou autres. Donc un corps où la jouissance est importante. Intérêt fébrile, donc pour ce corps qui se réclame d'être libre, avec la ligne, la forme, l'orgasme, mais en même temps qu'ils sont soumis les uns et les autres à la performance également. Donc devenir soi-même, ça devient un objectif, et c'est une norme qui est parfaitement admise puisqu'elle semble venir de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait l'individu, quand il court après devenir lui-même et se prouver à lui-même que, il est absolument persuadé qu'il n'est pas dans un système normé, que la norme vient de lui, puisque c'est lui qui décide de devenir lui-même. Mais effectivement, on est complètement là dans un corps qui est normé tout autant que le précédent, tout autant codifié, sauf que c'est plus sur moi, sauf que c'est plus sous-jacent. Donc on est quelque part là dans l'illusion d'un retour au corps et dans ce que j'appelle l'addiction à l'intime. C'est-à-dire que là, on va effectivement parler de nos méthodes de psychocorporelles, mais on peut tout à fait faire de l'addiction aux méthodes de psychocorporelles, courir de stage en stage et puis consommer de la méthode psychocorporelle et être dans une addiction à découvrir son intimité toujours plus et toujours mieux et en se dépêchant avant de mourir parce qu'il faut vraiment qu'on y arrive avant. Donc on en a bien fini avec ce rapport au corps, juste pour faire une petite transition. Et ça non plus, c'est pas d'hier, c'est une petite transition parce que ça renvoie bien à cette histoire de soumettre le corps ou s'en démettre.
Mais là, effectivement, c'est aussi une injonction à se dire que peut-être il faut revenir à ce corps, ce qu'il est réellement, à ses limites et à l'acceptation de ses limites. Alors quand je me suis retrouvée avec une appellation comme celle-ci, les méthodes psychocorporelles, je me suis dit qu'est-ce que je peux bien faire de ça? Donc je suis partie du constat sociologique, hein, c'est-à-dire que le corps est un marqueur, quelque part il est là pour être signe, il porte un signe de notre vie consciente et inconsciente, de notre histoire, on en porte les marques. Mais parallèlement, le corps il est aussi créateur, il est producteur de réalité, il a sa réalité physique dans l'instant présent et effectivement il est producteur, il est au moins autant soumis qu'il est aussi capable de produire. Je me suis dit que le terme de méthode psychocorporelle, c'est un fourre-tout, que quelque part, la seule manière de le définir, ce serait de le définir dans ce lien entre le corps et la psyché, c'est-à-dire dans le lien entre ce qu'on appelle le soma, vraiment le corps dans ses dimensions physiques et dans ses dimensions psychiques. Donc effectivement, pourquoi dire que c'est un fourre-tout? C'est parce que là, j'ai juste fait un tout petit travail de recherche. C'est simplement pour vous montrer quelque part les origines au sens des différentes caractéristiques de ces précurseurs, qui sont tantôt dans le champ de la médecine, tantôt dans le champ psychologique. On a peu de thérapeutes et de praticiens corporels, mais il y en avait déjà à cette époque-là, il n'y a aucun problème, simplement dans les sources que j'avais, ils n'étaient pas cités, mais on avait des méthodes corporelles, notamment la danse contemporaine qui allait chercher dans d'autres cultures. Et puis, je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans les courants, dans les grands courants, c'était pareil, c'était simplement un petit peu évoquer la diversité. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le dire, donc la gestaltothérapie, l'analyse au sens psychanalytique, tout ce qui relève aussi du corps touché, du massage, le rêve éveillé, l'analyse bioénergétique, la sophrologie, tout le champ notamment du corps avec Castaneda, corps justement en prise avec les psychotropes, ou d'autres sources, la dynamique émotionnelle, psychologie analytique, psychanalyse, des penseurs, du yoga, du qigong, du zen, etc., etc. Donc effectivement, dans nos méthodes psychocorporelles, on a un certain nombre de courants, un certain nombre d'initiateurs, et ça donnait énormément de diversité. Alors là, j'ai juste pris un exemple d'une pratique, d'une méthode psychocorporelle. C'était simplement pour renvoyer justement à cette filiation multiple. Elle a comme origine l'antigymnastique, la méthode Mézières. On est plutôt dans le champ kinésie, thérapeute et gymnastique, justement en allant à l'encontre des principes volontaristes de la gymnastique, auxquels se sont rajoutés le rolfing, les cuirages de Reich, on est plutôt vers la bioénergie, et puis l'analyse jungienne pour ce qui est de l'approche psychanalytique. Donc, au fur et à mesure, dans un premier temps, les penseurs que je vous ai montrés sont essentiellement quelques-uns, les trois premiers étaient avant 1900 et ensuite, pendant tout le siècle, tout le XXe siècle, ça s'est développé, entrecroisé et joyeusement mélangé. Alors, si on arrive au mindfulness, qui se traduit par pleine conscience, alors j'étais bien embêtée pour mettre un article, parce que certains disent le mindfulness, d'autres là, donc j'ai évité de mettre un article. Alors, si on définit qu'est-ce qu'on entend par le mindfulness ou la pleine conscience, ou la méditation de la pleine conscience, donc là c'est des définitions empruntées à John Kabat-Zinn dont je vais vous parler. Donc une qualité de la conscience qui est tournée intentionnellement vers le moment présent. Une autre définition, l'expérience que l'on vit à un instant T, donc en essayant d'être sans filtre, sans jugement, sans attente. Donc sans filtre, on accepte, on est dans l'acceptation. Et puis une définition un tout petit peu plus raccourcie, le fait d'amener toute sa vigilance sur l'expérience dans l'instant présent, d'instant en instant.
Alors d'où vient un petit peu cette méthode? C'est effectivement une rencontre de la méditation et des neurosciences. Ça n'a pas été une rencontre très facile, du moins au départ. Dans cette rencontre, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait effectivement des méditants, de quelque obédience que ce soit, et la science se rendait bien compte que quelque part ces méditants avaient des caractéristiques qui n'étaient pas explicables de leur point de vue scientifique à eux, donc ils avaient bien envie d'aller plus loin et de comprendre, mais en attendant, ils n'étaient pas en mesure de faire la preuve. La fonction d'une science, c'est de faire la preuve et d'expliciter, de reproduire une expérience, de faire bouger des variables, etc. Ces protocoles-là n'étaient pas possibles, donc ça entraînait beaucoup de discussions. Et petit à petit, le dialogue a pu s'installer parce qu'effectivement, progrès technologiques, entre autres, qui ont permis des mesures qui n'étaient pas possibles avant, progrès également de la science elle-même et particulièrement des neurosciences. Donc petit à petit, il y a ce dialogue qui s'est installé et effectivement la collaboration avec le Dalai Lama et puis ce qui a donné aussi tous les ouvrages, notamment de Mathieu Ricard, qui ont divulgué ces connaissances-là, c'est-à-dire le Dalai Lama a été en accord pour qu'il y ait des expérimentations de fait sur les méditants, on ne peut pas les appeler des méditants de haut niveau, mais quelque part. Et puis, petit à petit, dans les années 60, 70, 80, ont commencé les premières expérimentations qui permettaient aux scientifiques de dire, ben oui, il y a vraiment quelque chose qui se passe en méditation, qui permet, dans les paramètres que l'on peut mesurer, de dire que c'est favorable à la gestion du stress. Alors toujours pour continuer un petit peu sur cette origine du concept, donc c'est particulièrement les pays anglo-saxons qui ont été sensibles rapidement à cette approche. Elle est très très peu connue en France. En France, ça arrive seulement, alors qu'en Allemagne, en Belgique, c'est déjà développé. Quand on le range quelque part, on dit que ça fait partie de la troisième vague des thérapies comportementales et cognitives. Et là, les premiers résultats, donc les premiers résultats publiés, et puis quelque part des études contrôlées, randomisées, c'est là qu'on arrive à avoir des modalités d'expérimentation qui permettent d'aboutir à des conclusions qui font vraiment la preuve. Donc là, petit à petit, dans ces années-là, à partir de 80, on est dans un dispositif scientifique qui permet d'apporter un certain nombre de preuves. Alors, à l'apparition de ce mouvement du mindfulness, il y a eu deux orientations. Donc l'une qui est plutôt liée à la réduction du stress, une autre qui est plutôt liée aux thérapies cognitives, plutôt dans les récidives de dépression. Et alors tout ce que je dis là, notamment ces premières études faites, sont liées à un acteur particulier. Donc effectivement, Jon Kabat-Zinn est peut-être un médecin, donc vous avez quelques-uns de ses ouvrages, seulement quelques-uns. Donc c'est lui effectivement qui, quelque part, a donné cette impulsion à ce travail-là. Il avait fondé cette clinique de réduction du stress, donc c'est de là que sont parties les premières expérimentations, qu'a été mis au point le protocole de mindfulness. Et puis, par ailleurs, et bien, effectivement, il travaillait sur cette collaboration entre méditation et science. Et puis, petit à petit, donc, il a pu mettre en forme ce programme. Je crois que sa force a effectivement été de le laïciser, entre guillemets, je ne sais pas comment le dire autrement, de le détacher de son contenu d'obédience religieuse, ce qui lui a permis de l'introduire notamment à l'hôpital, mais également dans beaucoup d'administrations. Et c'est aussi ce qui permet que cette méthode se diffuse. Parce que quelque part, son côté laïcisé permet à des personnes qui n'auraient pas eu envie de l'aborder d'aller quand même dans ce domaine-là. Alors juste quelques mots donc, sur ce qu'a fondé Jon Kabat-Zinn. Donc après la clinique de réduction du stress, il a donc fondé le centre de mindfulness. Donc vous avez là quelques facettes, c'est-à-dire 30 ans de travail derrière eux, de formation, d'accueil de personnes, d'impulsion, donc à la fois soins patients, à la fois formation médicale, à la fois recherche, à la fois production scientifique, à la fois diffusion auprès du grand public. Voilà, donc un certain nombre, et depuis, je pense que c'est dans les 10 dernières années, effectivement, les domaines d'application du mindfulness
évolue énormément et se retrouve à la fois appliqué dans différents lieux, administratifs ou autres, et aussi à différentes pathologies. Alors, si on rentre un petit peu plus dans qu'est-ce que c'est que cette méthode, qu'est-ce qu'elle propose, c'est ce qu'on appelle donc le protocole Mindfulness, c'est ce qu'on appelle le protocole de 8 semaines. La proposition qui est faite aux personnes, c'est de s'engager sur 8 semaines, à des dates très très précises à l'avance, sur un rendez-vous par semaine, donc qui peut aller de 2h30 à 3h30, suivant la progression dans le cycle. Il y aura également une journée complète de pleine conscience et surtout cet engagement du participant à s'impliquer au moins 45 minutes par jour dans cette démarche-là. Ça, c'est pour l'aspect pratico-pratique. Alors, si on est dans ce que le CFM appelle les outils de la pleine conscience, il y a plusieurs volants. Dans le protocole des 8 semaines sont abordés différents thèmes que vous allez là énumérer d'une certaine manière. Prise de conscience du pilotage automatique, ça veut dire simplement qu'on se rend compte à quel point on est en permanence en train de faire une action en pensant déjà à autre chose, ou ce qu'on a fait avant, ou ce qu'on a fait après, ou ce qu'on doit faire après, mais de toute façon, quand on fait quelque chose, on n'est pas là, conscient dans ce qu'on fait. Lâcher prise, acceptation, c'est simple. Attachement, aversion, c'est en lien avec les émotions, c'est-à-dire quand nous arrivent des événements agréables, désagréables, comment on en prend conscience, comment on le perçoit, qu'est-ce qu'on en fait. Alors le mode faire et le mode être, on va y revenir un petit peu, ça parle relativement bien. Dans ce programme, dans ce protocole, il y a également ce qu'ils appellent des pratiques. Ah oui, j'ai changé entre exercice formel et pratique formelle, donc c'est devenu quelque chose de peu accordé. Donc pratique formelle, c'est le body scan, le qigong, le yoga, la méditation ou assise ou ce qu'on appelle la marche consciente. Ce qui est très important aussi, ce qui est largement sur quoi, quand on est formé au protocole Mindfulness, il y a un travail énorme de fait sur le mode d'intervention dans le groupe. C'est-à-dire que l'intervention de l'animateur est vraiment passée au crible, parce qu'elle a son importance. Et ensuite, dans le mode d'intervention, il peut aussi y avoir simplement ce qui se passe à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire toute la situation relationnelle que met en place aussi le protocole, dans le fait que les gens se rencontrent de semaine en semaine, peuvent échanger et échangent avec l'animateur. Et puis un dernier élément, la grosseur des lettres traduit la faible proportion. Il y a effectivement un apport de connaissances entre guillemets théoriques sur le stress, mais c'est loin d'être l'essentiel dans le protocole. Alors si on termine un petit peu sur ce panoramique rapide là, sur le mindfulness, qu'est-ce qui est vraiment mis en avant, c'est quelle attitude on va avoir par rapport à justement qu'est-ce que c'est la pleine conscience, quelle attitude on a par rapport à nous-mêmes. Donc on est dans ces qualificatifs donnés par Jon Kabat-Zinn, c'est-à-dire non-jugement, patience, esprit de débutant au sens d'être toujours comme l'enfant qui découvre, non-effort, acceptation. Ça renvoie là, si on regarde la description du rapport au corps que j'ai fait dans cet individu contemporain, on est effectivement à l'opposé. C'est-à-dire comment réintroduire quelque chose qui soit de l'ordre de ici et maintenant, je donne du temps au temps, je suis entièrement dans ce que je fais, je découvre, j'accepte. Donc on est sur complètement autre chose. Et c'est là qu'on vient sur ce mode être et ce mode faire. Si on veut essayer de le définir, effectivement le mode faire, c'est, même si on ne met pas en faire toujours plus, mais en tout cas le mode faire, c'est des objectifs à atteindre. Et en permanence, c'est s'auto-évaluer ou être évalué sur ces objectifs, avec tout ce que ça suppose, soit de frustration, soit de stress, justement. Et puis, aller vers le mode être, c'est être un petit peu plus en contact, justement, avec soi, mais au présent, dans l'instant présent, dans le non-jugement, dans la conscience des événements. Et donc, aussi, quelque part,
si on n'est pas dans la projection, dans l'objectif à atteindre, etc., ça permet peut-être aussi d'être un peu plus dans l'ouverture, c'est-à-dire d'être ouvert à ce qui peut advenir. Donc c'est un panorama un petit peu rapide. Si quelque part, en guise de conclusion, on tire quelques pistes qui sont certainement valables sur d'autres méthodes psychocorporelles, c'est d'abord le travail sur le fait que les pensées ne sont que des pensées. C'est-à-dire si on arrive à débrancher sur le fait que nos représentations, nos objectifs, ce après quoi on court, de toute façon ça reste des pensées, qu'à partir de là on peut à minima les mettre à distance, se décoller un petit peu de ces images-là, se décoller de ces images. Si on prend une image, effectivement, on peut dire que les images après lesquelles on court sont de cimetière, alors que si on arrive à enlever un petit peu, à décoller un peu ces images, on peut peut-être fonctionner autrement. À défaut de s'arrêter, peut-être simplement ralentir. Donc relativiser cette dictature du temps, c'est-à-dire arrêter d'être dans le regret de ce qui s'est fait et dans la projection de ce qui va se faire, mais pareil, mettre une petite distance, à minima. Alors l'ancrage par le corps, là c'est un autre ancrage que le rapport au corps qu'on a décrit précédemment. C'est effectivement l'ancrage par le corps dans ce qu'il a de plus ordinaire, dans ce avec quoi on peut toujours être en contact, c'est-à-dire la respiration, les sensations. Parce qu'effectivement, cet individu contemporain qui court tout le temps, il a perdu l'essentiel du dialogue avec son corps, même s'il le projette en avant. Donc là, on travaille sur l'ancrage du corps, sur la mise en situation réelle, sur l'expérience vécue, sur la prise de conscience par analyse réflexive que ça peut nous aider à faire. Donc travailler sur ce mot d'être et le mot de faire. Sur le lien social, effectivement, que l'individu qui est sans ancrage, sans croyance collective, etc., retrouve quelque part des liens en se disant que finalement la galère qu'il connaît, c'est peut-être pas si éloigné que celle de son voisin, qu'à partir de là, il est un peu moins tout seul. Et puis, cette méthode-là, comme d'autres aussi, ont la qualité de mettre la personne au centre de son processus de connaissance. C'est-à-dire qu'il y a une phrase de Bourdieu que j'aimais bien, qui dit que le capital culturel, c'est de l'avoir transformé en être. Effectivement, il n'y a que la personne qui peut faire ce travail-là. Ce n'est pas un travail qui se délègue, ce n'est pas un travail qui est fait à la place de quelqu'un qui se monnaie. Ce travail de connaissance, ce processus de connaissance, il ne se fera que si la personne se rencontre en permanence dans ce domaine-là, de cette façon-là. C'est-à-dire qu'effectivement, si on part sur une méditation, si on médite une fois tous les 6 mois, effectivement, c'est une fois tous les 6 mois. Si on se donne une rencontre quotidiennement de quelques minutes ou un peu plus, on est dans ce processus de connaissance, dans cette capacité, petit à petit, à se décoller de ces images, à se décoller de cette urgence, à se décoller de ce mode de faire. On est proche de la conclusion. Je n'ai pas échappé à l'envie de vous partager quelques mots de ce poème. Donc effectivement, quand on part dans ce voyage-là, il n'y a pas de chemin. C'est ce qui nous perturbe. On a l'habitude d'avoir nos objectifs et d'être bon élève pour y arriver. Donc il n'y a pas de chemin. Voilà. Vous pouvez le remettre, s'il vous plaît.